S'il n'y avait pas eu un film passé à la télévision française comme aujourd'hui, on n'en voit plus beaucoup, à 21h, le 6 juillet 73, eh bien, je ne serais pas devant vous. Et je n'aurais pas écrit 10 de mes livres et nous n'aurions pas publié ce beau dictionnaire Malraux à CNRS Éditions avec Charles-Louis de Foulon et Janine, bien sûr, il y a 10 ans. La deuxième chose en prologue, c'est qu'il n'y a qu'un seul ministère des Affaires étrangères au monde où il y a une photo de Malraux avec le père de la nation, et c'est à Dhaka, au ministère des Affaires étrangères du Bangladesh, où il y a une photo de lui le 21 avril 1973 dans son voyage absolument sans précédent, unique à lui tout seul, et sur lequel je terminerai, sauf si je commence par le voyage, mais je terminerai par le voyage. Donc voilà les deux points tout à fait importants. Donc l'histoire du Bangladesh, personne ne la connaît, enfin tout le monde l'a oublié plus exactement. Et alors j'ai une petite anecdote, donc j'ai publié ce livre au moment du cinquantenaire de l'appel de Malraux pour le Bangladesh en 71. Et Gallimard a eu la gentillesse, ou enfin l'intérêt, au départ, de publier mon livre en 2021. Évidemment, sans aucun appui logistique, parce qu'il pensait que soit Malraux se défendait lui-même, et 50 ans après, tout le monde l'avait oublié, soit personne n'en parlerait, ce serait parfait. Et mon attaché de presse a eu un jour l'idée, enfin un peu soufflée par moi, d'écrire à Jean Beerbohm, que tout le monde connaît ici, de nom, qui dirige la page du Monde des Livres, pour lui demander si le Monde des Livres daignerait écrire 3 lignes sur Malraux et le Bangladesh 50 ans après son appel. Et Jean Beerbohm a fait cette réponse, je trouve absolument exceptionnelle. Le Monde n'a pas projeté de commémorer le cinquantenaire de la libération du Bangladesh. Il se trouve que j'étais tellement effaré de cette réponse qu'une heure après, heureusement, je rencontrais Dany Laferrière. Et Dany Laferrière me disait « Mais ce Jean Beerbohm n'a rien compris du tout, parce que chaque fois que Malraux dit Bangladesh, il faut comprendre tout lieu du monde qui est en péril. » C'était 3 semaines avant l'attaque de la Russie contre l'Ukraine. Donc il y aurait Lvov, Kiev évidemment, et il me disait Saint-Denis-sur-Seine, mais aussi Haïti, enfin bref. Et Laferrière terminait en me disant « Malraux s'est levé pour le Bangladesh, je me lèverai pour Malraux ». Et c'est tout à fait extraordinaire, après l'intervention que vous avez donnée, monsieur, sur l'Indochine, de voir que si le fondement même de l'action de Malraux a été l'Indochine et cette rencontre, enfin plus que ce dialogue absolument incroyable, c'est sidérant que pratiquement 50 ans plus tard, 60 ans plus tard, son dernier coup ou geste, au sens le plus noble, byronien, a été pour le Bangladesh. Donc au début et à la fin de sa vie, alors évidemment Dany Laferrière ajouterait Haïti, mais Haïti c'était un petit peu différent, c'était pas pour une cause politique. Voilà, donc maintenant j'en viens au livre et j'en viens à l'histoire du Bangladesh. Alors pour rappeler et raviver un petit peu les mémoires, d'ailleurs j'ai envie aussi de citer Macron, qui est le seul président, peut-être Chirac en son temps, probablement, mais Macron a cité à propos du Bangladesh 2 fois en l'espace de 2 ans le nom de Malraux au moment du centenaire de Barabundu, donc Mujibur Rahman, et il a recité Malraux lorsqu'il a fait ce voyage éclair à Dhaka il y a 2 mois au moment du symposium international qui a eu lieu à New Delhi. Voilà. Donc tout le monde n'a pas totalement oublié le nom de Malraux lié indéfectiblement au Bangladesh. Donc pour rappeler les choses élémentaires, le 25 mars 71, Mujibur Rahman, partisan de l'indépendance, gagne les élections à Dhaka, et dans la nuit suivante, déjà il faut rappeler la partition.
En 1947, au moment effectivement de la naissance de l'Inde, le Pakistan occidental, enfin donc le Bengale oriental, est rattaché politiquement au Pakistan occidental, donc le Pakistan d'aujourd'hui. Et dès les années 48-50, un certain Mujibur Rahman, qui avait à l'époque une vingtaine, 20-25 ans, était déjà partisan de l'indépendance. Et ce jour du 25 mars 1971, il remporte une victoire écrasante pour l'indépendance du pays, le menant finalement en haut de l'échelle politique et faisant de lui donc le futur libérateur du pays. Donc quelques heures après, il est évidemment arrêté par l'armée pakistanaise et à partir du 25 mars 1971 jusqu'à l'attaque éclair de l'armée indienne le 5 décembre 1971, l'armée pakistanaise va éradiquer, assassiner, pour ne même exterminer, comme le mot qu'employait Malraux, entre 1 million et 1,5 million Bangladais, à commencer par les intellectuels, professeurs et universitaires. Et à ce moment-là, Malraux n'avait rien ne le prédisposait, encore une fois, à s'intéresser au Bangladesh. Et début août 71, il part en été dans le Spitzberg voir se promener vers la banquise et voilà, passer quelques vacances. Quand il revient à Paris, à Verrières-le-Buisson, il trouve plusieurs lettres qui viennent de l'Inde, dont une qui est envoyée par le secrétaire général d'une association indienne qui lui demande de but en blanc de participer à une table ronde internationale pour l'indépendance du Bangladesh qui aura lieu quelques semaines plus tard, au mois de septembre 71. Et là, il y a une lettre que je ne peux pas m'empêcher de vous la lire parce que c'est Malraux, mais tout craché, c'est assez invraisemblable comme lettre. Il répond donc vers le 7 ou 8 août 71 à ce monsieur, en lui écrivant « Monsieur le secrétaire général, je n'ai pas l'habitude de recevoir des circulaires et je n'en recevais pas lorsque j'étais dans l'Inde, l'invité du président Nehru. » Extraordinaire d'écrire ça à quelqu'un. « Je réglerai donc, si vous le voulez bien, les terribles problèmes auxquels vous avez voué votre activité et que je connais du reste, soit avec monsieur Narayan, soit avec l'ambassadeur de l'Inde à Paris. » Ça, c'est la première lettre qui n'est pas piquée des hannetons. Quelques jours plus tard, celui qu'il considérait comme l'héritier de Gandhi, Yara Prakash Narayan, lui écrit une longue lettre pour l'inviter officiellement et personnellement à cette conférence internationale pour la paix au Bangladesh. Et je ne vais pas vous lire toute la lettre qui est reproduite intégralement dans mon livre, mais j'en extrais ces quelques lignes. Pourquoi vos amis parlent-ils de démocratie? Le Bengale ne défend pas un système politique, il défend sa vie. Il faut qu'il réponde comme le Vietnam, si nous devons mourir, nous mourrons, mais ça vous coûtera si cher que vous finirez par vous en aller, etc., etc. Et quelques jours plus tard, son grand ami indien, poète qui avait vécu en France, qui vivait à l'époque, je crois, au Texas, d'ailleurs à Austin, qui s'appelle Raja Rao, lui écrit une longue lettre et Malraux commence le 9 août par lui écrire ceci. C'est l'une des lettres tout de même les plus invraisemblables et les plus pathétiques que quelqu'un ait jamais pu envoyer à quelqu'un d'autre pour des raisons graves. Je voudrais savoir ce que vous pensez du Bengale. Question vague qui appellerait une réponse sans fin. La question précise est: il semble que la cause vaille qu'on meure pour elle, oui ou non, bien amicalement. Et le 20 septembre, un mois et demi plus tard, Raja Rao répond, et je vous lis que les premières lignes de la lettre: quelle admirable chose que de recevoir des lettres telles que les vôtres,
qui s'exprime dans le souffle du destin. Il y a une si grande pauvreté de compréhension dans le monde entier, resserrée dans les replis du temps où chacun refuse de faire abstraction de son petit moi pour considérer le plus noble dessein de l'homme. Les gens consomment leur présente et oublient les flots que déverse le soleil. Et dans le même esprit, quelques jours plus tard, son grand ami, qui avait été aumônier de la brigade d'Alsace-Lorraine, ne s'est pas complètement laissé, enfin je dirais peut-être pas berné, mais surpris par l'engagement de Malraux que j'ai sauté, mais enfin bon, tout le monde le connaît, puisque après avoir dit qu'il n'était pas question, oui, il a répondu à l'ambassadeur de l'Inde, cette phrase qui a fait le tour du monde, mais vraiment le tour du monde, puisqu'il y avait des articles en Amérique latine, aux États-Unis, en Allemagne, enfin on peut pas imaginer ça vraiment aujourd'hui d'un intellectuel français qui défendrait, qui voudrait partir défendre l'Ukraine ou un autre pays, enfin c'était assez inimaginable. Et le lendemain, dans le monde entier, il y avait des placards en première page, Malraux décide de se battre à 70 ans pour le Bangladesh. Et le père Bockel lui écrit le 27 septembre ces quelques lignes. Votre initiative de départ et de témoignage de départ dans le témoignage ne me surprend pas. L'amitié et l'admiration que je vous porte me permettent de comprendre l'insolite grandeur de ce geste et cet ultime message de liberté. Et Malraux de lui répondre quelques jours plus tard, sachez que dans tout ce que je fais, en face de ce qu'il faut bien appeler le destin du monde, je me sens plus légitime quand je me sens avec vous. Combien de temps encore, peu importe, pour des raisons obscures, et si vous êtes au Sahara et moi au Bengale, nous mourrons ensemble et vous m'aiderez à mourir noblement. Et Bockel de me raconter à mon frère et à moi en 77 qu'il n'avait effectivement à l'époque aucune envie de mourir. Lui, le père Bockel. Voilà, et Malraux n'en est pas mort non plus. Donc l'histoire a été très longue et très complexe, je vous passerai tous les détails. Mais c'est étonnant parce qu'à cette époque, là, entre le mois d'août-septembre et octobre 71, deux intellectuels, et non des moindres, ont rencontré Malraux. Un, parce qu'il était fasciné par l'appel de Malraux pour le Bangladesh. C'est, tout le monde le sait, Bernard-Henri Lévy, qui avait 21 ans. BHL. Absolument, BHL, qui venait de réussir, avec ou sans mention, peu importe, l'agrégation de philo, et qui a écrit à Malraux une lettre tout de même que personne ne connaît, que j'ai retrouvée dans les archives, dans le fond Malraux, et qui est une lettre tout de même tout à fait étonnante, si je la retrouve, sinon je... Ah, voilà. Monsieur le ministre, il faut peut-être avoir été gauchiste, avoir connu le romantisme honteux et l'héroïsme académique pour être ému par votre engagement. Je suis de cette génération qui ne parvient pas à exorciser ses démons, et vous êtes une fois encore un de nos démons. Je souhaite vous rencontrer, agrégé de philosophie depuis juillet dernier, je collabore à Combat et vous demande de bien vouloir m'accorder une entrevue. Et alors c'est très étonnant parce que dans les paperoles de Malraux, d'habitude il répondait à sa secrétaire de l'époque, Corinne Godforno, faites la réponse habituelle. Et pour BHL, qui n'était pas encore vraiment BHL, il revient à 3 fois sur la lettre en disant la première fois j'ai pas de temps à perdre avec Combat, la deuxième fois repasser moi la lettre du type de Combat entre parenthèses Lévy point d'interrogation, et troisième paperole, il faudrait peut-être voir un petit peu avec ce type de Combat. Et d'après BHL, mais je n'ai jamais retrouvé ni mon frère qui a tous les agendas de Malraux de 69 à 76, aucune date de rencontre avec BHL, mais disons qu'on le met au crédit de Bernard-Henri Lévy. Et donc, il a vu un jour, un télégramme sur le mur des télégrammes de l'ENS, rue d'Ulm, en disant « Contactez d'urgence le secrétariat d'André Malraux ». Et il dit qu'il a vu Malraux quelques jours avant de partir lui-même en Inde et au Bangladesh pour se mettre au service du gouvernement naissant du Bangladesh.
Donc, et après, il y a un autre, et le deuxième grand intellectuel qui, par un hasard tout à fait étonnant, a rencontré Malraux, je crois, la seule fois de sa vie, exactement dans cette tranche de temps, et c'est Régis Debray, qui lui revenait. Malraux, comme vous le savez, avait écrit une lettre avait signé une pétition et était intervenu directement. Mais comme Régis Debray me le rappelait, ainsi qu'au président de la Fondation Charles de Gaulle il y a 2-3 mois ou 4 mois, celui qui l'a vraiment sauvé, c'est pas Malraux, c'est de Gaulle, qui a téléphoné lui-même au général qui dirigeait la Colombie, je crois que c'était en Colombie, pour lui demander la libération de Régis Debray, alors qu'effectivement Régis Debray était plutôt aux antipodes de Gaulle. Et donc, un peu aux antipodes quand même. Et donc, il y a ces deux fidélités chez Régis Debray, de Malraux et de Gaulle, et c'est quelque chose de tout à fait émouvant. Alors je passerai tout le passage d'Indira Gandhi que l'on connaît, ou voilà, que je raconte dans tous les actes, mais il y a une chose sur laquelle je ne peux pas me taire, c'est tout de même, et là la Chine entre en jeu, c'est la lettre ouverte. Donc Malraux devait partir, Indira Gandhi a reculé jusqu'au dernier instant, elle avait fixé au 15 décembre 71 son hypothétique voyage, et elle lance ses chars bikini qui remportent une victoire totale le 21 décembre 71. Donc effectivement, plus question de voyage de Malraux. Et le 18 décembre 71, il était probablement un peu dépité ou en même temps rassuré de ne pas avoir dû partir au Bangladesh. Il écrit une lettre à Nixon, une lettre qui a fait aussi le tour du monde, qui a été traduite par toutes les capitales dans toutes les diplomaties du monde libre, et je vous en lis là encore quelques lignes. C'était quelques 2 mois avant que Nixon ne rencontrât Mao Tse-tung. Vous allez essayer d'établir avec la Chine un dialogue que les États-Unis ont différé pendant 20 ans. Pour le Bengale libre, puissiez-vous ne pas attendre 20 ans avant de vous souvenir qu'il ne convient pas que le pays de la déclaration de l'indépendance écrase la misère en train de lutter pour sa propre indépendance. Je ne crois pas que votre illustre statue voit passer avec joie sur les écrans de télévision ces foules hallucinées qui se souviennent parfois de ce qui s'appela la liberté. Ce que je dis aujourd'hui, ce n'est pas moi qui devrais le dire, c'est vous. Et 3 semaines plus tard, Nixon invitait Malraux à Washington pour qu'il lui parle de Mao Tse-tung comme le grand intellectuel gaulliste, et on sait que Nixon avait eu une grande admiration pour le général de Gaulle et qu'il avait rencontré en 69, donc peu de temps avant le départ de Gaulle du pouvoir, qu'il avait rencontré donc de Gaulle bien sûr, mais Malraux, et il a invité pendant 3 jours Malraux à la Maison Blanche. Donc finalement l'histoire du Bangladesh, dans laquelle Malraux est rentré un peu à son corps défendant, a été dans ces 3 dernières années l'histoire de sa plus grande gloire et d'une multitude d'honneurs qu'il a reçus dans le monde entier. Et il y a même d'ailleurs l'un des membres d'une célèbre université du Bangladesh qui lui écrit en 72, parce que tout ça continue sur 3 ans, ça commence en 71. En 72, il reçoit des tas d'invitations du Bangladesh, du président de la République, de Mujibur Rahman, des recteurs chanceliers des plus grandes universités qui veulent le voir. Et parmi celles-là, il y en a une tout de même absolument incroyable. Le 5 janvier, le professeur Chakraborty, secrétaire général de l'université Bangladesh à Akiak Samitri de Calcutta, écrit à Malraux, je vous en lis que les 3 premières lignes. Nous venons d'avoir connaissance du texte intégral de votre lettre adressée à M. Nixon, président des États-Unis. Elle me rappelle le célèbre J'accuse d'Émile Zola. Enfin, quand on reçoit des lettres comme ça, effectivement, on ne peut être que comblé. Maintenant, j'en arrive au voyage proprement dit. Malraux a été très malade en décembre 71. Il a failli mourir. Il a été hospitalisé à la Salpêtrière. Et finalement, il reçoit une invitation officielle de Indira Gandhi le 15 avril 71.
73, et une invitation, évidemment, on ne peut plus officielle, de Mujibur Rahman et du président Chaudhuri, qui est Justice Ahmad Chaudhuri, qui était professeur de droit, avocat, et qui a été pendant une petite année président de la République du Bangladesh avant de démissionner, peu de temps avant ou juste après l'assassinat de Mujibur Rahman en 74. Et alors le voyage du Bangladesh, je le connais presque par cœur, comme si j'avais fait le voyage avec lui. Donc il arrive le 21 avril, et sur le tarmac, je disais qu'avant, tous les discours qu'il faisait, c'était des discours et des voyages au nom de De Gaulle, au nom de la patrie, au nom de la Ve République. Là, pour la première fois, on ne criait plus « Vive De Gaulle », mais « Vive Malraux, vive Malraux, vive Malraux ». Et sur le tarmac, qui s'adresse, il y a un enfant, un petit enfant qui lui présente des fleurs, et il s'approche de lui en lui disant « J'embrasse la pauvreté sur un seul visage, puisque je ne peux pas embrasser tout le monde, j'embrasse le Bangladesh sur un seul visage. » Après, il y a la visite avec Mujibur Rahman, avec le professeur, avec le président Chaudhuri. Et un quart d'heure plus tard, tout ça à une vitesse folle. Sophie Dumoulin, dans son livre « Aimer encore », dit que jamais, pendant les 7 ans qu'elle a vécu avec lui, on lui a fait mener une vie totalement hallucinante, où il avait 3 à 4 discours par jour. Il faisait 30 à 35 degrés. Il devait rentrer après chaque discours, se changer tellement il était totalement en nage, en eau. Mais avec la gloire et les honneurs qu'il recevait, il a pu résister à tout ça, tellement il était dopé, et il emploie le mot, il était dopé par les honneurs. Et donc, l'une des phrases les plus célèbres, c'est à l'université de Dhaka, où il arrive, donc après avoir rencontré Mujibur Rahman, et il a cette phrase. Alors, je publie dans le livre tous les textes, les épreuves du discours de l'université de Dhaka, mais le passage qui est passé à la télévision dans le film dont je parlais de Philippe Alphen en 73 ne reproduit aucun des passages écrits par Malraux. Il a totalement, me semble-t-il, improvisé le discours, et là je ne peux pas m'empêcher de vous lire, de vous réciter les premières phrases et les dernières du discours retranscrit par la télévision. Tout le reste a été emporté par les rushs, et voilà, ça a disparu. Étudiant de Dhaka, j'embrasse aujourd'hui, étudiant de Dhaka, je parle aujourd'hui pour la première fois dans la seule université du monde qui ait plus de morts que de vivants. Tous les étudiants de France savent que s'il y a un endroit au monde où les étudiants se sont battus avec leurs mains nues, c'est au Bangladesh. Et après, il en vient à son couplet un peu trop indianiste pour les Bengalais qui venaient d'avoir leur indépendance et qui n'avaient pas envie d'être rattachés à l'Inde, enfin, ce qu'il ne s'est heureusement jamais fait. Et il a dit, la dernière fois que j'ai vu Nehru, il m'a dit, tout le monde parle de l'Inde comme d'une pauvresse. Au bord de la route, l'Inde était une pauvresse au bord de la route, et vous avez tendu vos bras vers elle, et c'est elle qui vous a reconnu avec cette forêt de poings brandis qui brandissait enfin vos fusils vainqueurs. Tous vos morts avaient rendez-vous avec le destin, la destinée du Bangladesh, mais maintenant c'est à vous qu'il appartient de faire la nation. Et avant de conclure, j'en viens aux 2 passages, enfin c'est le même, dans son grand discours à l'université de Rajshahi, dont il a été fait docteur honoris causa. Il a eu quelques phrases, quelques paroles tout à fait extraordinaires, en rappelant la fameuse inscription des Thermopyles, et il ajoutait « Et vous devriez inscrire sur tous les puits comblés par les cadavres de vos intellectuels une inscription en lettres géantes, toi qui passeras plus tard, va dire à tous les nôtres que ceux qui sont morts pendant les 9 mois de l'ère de souffrance sont morts parce qu'ils ont accepté de combattre avec leurs mains nues. » Et après, il dit qu'effectivement, Mao Tse-tung, qui était du côté du Pakistan à cette époque-là, il dit c'est une longue et grandiose tradition que celle des armées en haillons, c'est celle de la Révolution française contre tous les rois d'Europe, celle de l'armée rouge, celle des soldats de Mao Tse-tung pendant la longue marche,
Et si la Chine a réellement aidé le Pakistan, elle l'a aidé contre ceux qui ressemblaient à ses propres soldats, ce que depuis Lénine on appelle les partisans. Et voilà son grand couplet où il s'est mis à hurler dans l'enceinte de l'université de Rajshahi: ni Staline, ni Hitler, ni Mao, Gandhi et cher Mujibur Rahman. Et c'est la première fois en 40 ans d'exercice du pouvoir et de fascination pour la Chine, et surtout après sa rencontre en 65 avec Mao Tse-tung, enfin une rencontre un peu controversée et un peu tirée par l'ambassadeur de France. C'est la première fois qu'il mettait Mao Tse-tung dans le rang des Staline et des Hitler. C'est tout de même extraordinaire. Et je dis que cette histoire du Bangladesh, non seulement a resserré incroyablement les liens de Malraux avec l'Inde, parce que l'année d'après, Indira Gandhi lui remettait le prix international Jawaharlal Nehru pour la compréhension internationale, pour la paix. Il avait le patriotisme, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour d'autres pays que le sien. Et d'ailleurs, il y a cette phrase que je crois Christina a citée tout à l'heure de son discours d'Athènes. La culture ne connaît pas de nation supérieure, elle ne connaît que des nations fraternelles. Donc cette histoire du Bangladesh est vraiment quelque chose qui a marqué les esprits, et je terminerai par cette image qu'il a redite à la fois à la télévision, qu'il a redite au tribunal de Versailles au moment du procès de Janquet le 12 octobre 1973, lorsque Jean-Marc Varro lui a dit « Vous ne pouvez pas ne pas venir témoigner pour Janquet », parce que lorsqu'il était à l'hôpital des grands blessés de la guerre à côté de Dacca, où il y avait donc des centaines de pauvres soldats, et donc ça c'est un épisode qui l'a vraiment ébranlé. Il arrive devant un qui était aveugle, et après il y a une photo qui est reproduite dans le livre, et après on l'approche d'un autre lit à côté, en face d'un garçon qui était estropié des pieds, des jambes, et qui était terriblement estropié. Et Malraux, à ce moment-là, lui dit, il avait reçu un collier de tubéreuse, bien sûr, comme ça se fait en Inde et au Bengale, et il a dit, ici, c'est pas à moi qu'on devrait remettre des fleurs, c'est à vous. Et il arrache le collier de fleurs, il le jette, enfin, il le dépose sur les épaules de ce pauvre garçon. Et à la fin de sa visite de l'hôpital, qui a duré une demi-heure, il était sur les photos du film de Philippe Alphen, on le voit, ce qui est tout de même très rare chez Malraux, avec une larme qu'on devine dans ses yeux, où il dit « J'ai vu ce pauvre garçon, et à la fin de ma visite, ce pauvre garçon qui pouvait à peine marcher avait réussi à enlever toutes les fleurs pour ne laisser que les fleurs blanches, les fleurs rouges et les fleurs bleues, et m'offrir les couronnes de la France. » Voilà, merci.